Merci à vous 3 d'être parmi nous. Merci à Merci vous. de prendre Merci de beaucoup. votre temps. Ce qui est bien, c'est que c'est 3 profils différents, 3 visions différentes et ça va permettre d'enclencher, j'espère, un beau débat avec vous parce que je vous céderai la parole. Je suis pas là pour tenir le micro toute la journée. J'ai besoin de préserver ma voix. Arnaud, Pitts, est-ce que vous nous entendez? Est-ce qu'on peut le voir à l'écran? Histoire de les saluer. Je vous entends bien. Parfait. Merci beaucoup, d'être en ligne avec nous et pour votre, contribution. Avec plaisir. Paul Rodriguez, Merci pour l'invitation. merci à vous de l'avoir accepté. Petit check avec Paul Rodriguez. Paul, Hey, I'm here. Ah, how are nice. you? Thank you. Thank you for joining the Hello, discussion. fine. Thank you. Oh Thank no, you. that's a pleasure. The pleasure is mine. Thank you for the invitation. Even if it's online, thank you for sharing your experience. Pour commencer, on va un petit peu switcher entre français et anglais, mais normalement, vous devriez pouvoir suivre. J'aimerais faire un parallèle avec le dictionnaire. Le dictionnaire Larousse, qu'on connaît tous, de 98, n'est pas le même que celui de 2010, n'est pas le même que celui de 2025. Et j'aimerais commencer par là. Comment devrait-on aujourd'hui définir la performance en 2026 selon vos regards respectifs? Bilal, je te laisse commencer pour te donner la parole en premier. Comment définir la performance? La performance, en fait, c'est que moi, ce que je voulais faire avec la présentation, et vous allez m'excuser tous parce que j'ai des névralgies, c'est de construire, en fait, la meilleure copie stratégie, c'est déjà une performance. Et la copie stratégie ne peut passer que je vais faire le lien entre Rachid et Massinissa. C'est de justement pouvoir bien étudier tout le schéma de communication sur le schéma de Jacobson, par exemple, de connaître quel est son émetteur, qui est la plateforme de marque, parce qu'il faut le dire, c'est pas simplement une marque, mais plutôt une plateforme de la marque qui est une vision, qui est un positionnement, qui sont des valeurs, qui est une mission, qui sont des objectifs, qui est un ADN, une personnalité de la marque, et son récepteur pour le connaître justement, pour qu'on arrive à définir ce personnage. Donc déjà, la performance, si on arrive à définir son émetteur, qui est la plateforme de marque, qu'on sache bien la construire, il connaît un récepteur et qu'on arrive à définir justement ce personnage, qu'on arrive à connaître comment coder le message, comment pousser ce qui base d'interprétation de la part de ça, du récepteur, c'est déjà une performance. Donc déjà, ça commence par la réflexion qui va justement pousser à construire une copie stratégie. On va définir une preuve, on va définir une promesse, un bénéfice client, un temps, un message résiduel. Et déjà ça, c'est déjà une performance. Maintenant, la performance, c'est clair qu'elle va, par la différenciation, on va créer cette performance et qui est normalement mesurée par la métrique. Et j'ai cité dans le mot sur la performance que la créativité doit être dépensée par la data, par les insights. Et après pour la performance, elle doit être d'arriver aussi, elle doit avoir une continuité par la data aussi. La puissance cap la mesure où la correcte des données directement. Merci, effectivement, c'est complète. Donc, je relève un peu par rapport justement au métier. C'est-à-dire que la performance, c'est déjà effectivement c'est but, c'est déjà comme je. C'est pouvoir fixer côté. Avant, pour moi, la performance, c'est mesurer ses objectifs et pas. Il n'y a pas d'objectif dans je dis. Donc là, je prends un peu l'aide dans le sport. Quelqu'un, il va faire un marathon d'objectif. Son objectif, c'est de gagner dans le marathon. Alors, c'est finir le marathon. S'il le finit, si son objectif est de finir, il est que le Bugumba permet, quand il faut fixer d'abord, d'être bas, un métrique. Et si j'atteins ça, je suis pas content. Donc, c'est la performance. Donc, j'ai écouté tout à l'heure pas mal de midi dans nos heures de performance félicitaire. C'est quasiment impossible de les intégrer dans un semi-leur compagnie
Ah, voilà. Si vous avez une campagne qui vise plutôt la direction d'image, de marquer les esprits, de percevoir le patron de marque à sur le long terme, les messages ne sont pas les mêmes. Les canaux ne sont pas les mêmes. Et donc l'objectif, ça n'est pas le même. Les publics, parfois, ne sont pas les mêmes. Je peux même décliner des messages différents avec un objectif sur le digital avec un message, en ce que je cible. Aujourd'hui, il y a une multiplication des contacts. Il faudrait plutôt une vision de 360, comme je disais. Ce persona. Donc déjà, la performance, si on arrive à définir son émetteur, qui est la plateforme de marque, qu'on sache bien la construire, et qu'on ait un récepteur et qu'on arrive à définir justement ce persona, qu'on arrive à connaître comment coder le message et comment pousser ce feedback d'interprétation de la part du récepteur, c'est déjà une performance. Donc déjà, ça commence par la réflexion qui va justement pousser à construire une copie stratégie où on va définir une preuve, on va définir une promesse, un bénéfice client, un temps, un message résiduel. Et déjà ça, c'est déjà une performance. Maintenant, la performance, c'est clair qu'elle va, par la différenciation, on va créer cette performance et qui est normalement mesurée par la métrie. Et j'insiste énormément sur la performance que la créativité doit être devancée par la data, par les insights. Et après, pour la performance, elle doit être drivée aussi. Elle doit avoir une continuité par de la data aussi. Ah bah, puisqu'on parle la mesure, la parole vous est donnée directement. Merci, Ortaya. Effectivement, je complète. Donc, je ramène un peu par rapport, effectivement, à mon métier qui est la mesure. La performance, c'est déjà, effectivement, comme c'est déjà l'objectif. C'est pouvoir fixer l'objectif. Avant, pour moi, la performance, c'est mesurer si l'objectif est atteint. Il n'y a pas un objectif dans l'absolu. Donc, je prends un parallèle. Dans le sport, quelqu'un il va faire un marathon, son objectif, c'est de gagner le marathon. Un autre, c'est de finir le marathon. S'il le finit, si son objectif était de finir, il est performant. Donc, on ne peut pas parler de... Donc, il faut fixer d'abord, dès le départ, la métrique. Et si j'atteins ça, je suis performant. Donc, la performance, c'est l'atteinte des objectifs. Donc, j'ai évoqué tout à l'heure pas mal de métriques dans les mesures de performance publicitaire. C'est quasiment impossible de les intégrer dans un seul bilan de campagne, toutes. Donc, si vous avez une campagne qui vise plutôt la création d'images, de marquer les esprits, d'asseoir une plateforme de marque sur le long terme, les messages ne sont pas les mêmes. Les canaux ne sont pas les mêmes. Donc l'objectif n'est pas le même. Les publics, parfois, ne sont pas les mêmes. Je peux même décliner des messages différents avec un même objectif sur le digital avec un message parce que je cible... Parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des contacts, il faudrait plutôt une vision 360. La logique, on disait, sociodémo ne fonctionne plus. Je ne peux pas dire que c'est ça ma cible. Je cherche ma cible là où il est. Donc, il faut un travail de réflexion au départ. Il faut fixer des objectifs pour chaque campagne et arrêter les métriques qui disent que cet objectif soit atteint ou pas. Et puis, mettre en place les instruments de mesure qui vont nous dire à la fin on a performé ou pas. Et c'est ce processus qui permet d'améliorer, de corriger les échecs parce qu'on sait qu'on s'est trompé à améliorer le processus. Je retourne à nos amis derrière l'écran avant de revenir à toi, Massinissa. Paul, we are starting a new year building and implementing new strategies and sharing new ideas in order to perform. From your perspective, how should advertising performance be defined in 2026? Well, that's a very, very good question, because right now we have to start thinking about what is the main goal. But the problem in this case is that usually we forgot that we need to build a brand, not just give results. Obviously, we are in a business that we need results, business results. So, but the thing is, what are we going to do? How we are going to take these short results in the short time
these results and make it bigger in the long term. You know, how the performance media, the performance marketing has to start building also a relationship with the consumers. Right now, we are living in an age that AI is like a kind of everything, at least in this side of the work, and we are fighting against that. Not because we don't want to use it, but because we want to build brands. And right now, I think that there are so few brands that wants not just to give a performance in the results, but also a performance in the brand image and the brand speaking, you know. So I think that right now for the 2026, it will be a very big issue if we don't have in mind that we have to start thinking more than the short-term results. Thank you, Paul. Finalement, la performance, c'est pas qu'une question de chiffres. It's not only about numbers. Arnaud, votre définition de la performance pour 2026? Je dirais qu'elle est multiple, mais dans mon approche ici à l'agence, c'est comment obtenir un maximum d'impact avec un minimum d'effort, en fait. Ça, c'est l'équation magique, c'est-à-dire comment puis-je toucher un maximum d'audiences qui sont pertinentes pour la marque et pour sa construction, j'ai envie de dire, en temps de crise, donc c'est-à-dire en minimisant les investissements. Ça, c'est la recette idéale. Je dirais d'autre part aussi que on est dans en 2026, la granularité des touchpoints complexifie un tout petit peu ce que les deux premiers intervenants disaient et que je souligne aussi, c'est en fait les objectifs peuvent être même modulés en fonction des audiences et en fonction de qui on veut toucher à quel moment. Ça rend les choses encore beaucoup plus complexes. Donc le monitoring est beaucoup plus, j'ai envie de dire, exigeant qu'il ne l'était sans doute il y a 10-15 ans, même 20 ans. Mais donc, je reste un défenseur de le maximum d'impact avec un minimum d'effort. Et ça, je pense qu'il y a deux choses qui le font, et cela a été déjà rappelé précédemment. C'est une stratégie en béton, le data, les insights, définir, bâtir les fondations de la maison. Et ensuite, c'est la créativité. Et la créativité, c'est elle qui va être un démultiplicateur. C'est elle qui va vous donner un avantage concurrentiel presque malhonnête par rapport à vos concurrents, parce qu'elle peut atteindre des objectifs, elle peut créer de l'impact, elle peut créer de la performance sur des schémas prévisibles, qui ne l'auraient même pas mesuré. Mais la créativité permet d'atteindre des performances inespérées. Massinissa, pour finir ce tour de table. Je vais pas être très différent de mes collègues. Je vais peut-être aborder la chose d'un point de vue plus créatif. Moi, je dirais que l'idée la plus performante serait celle qui est la plus évidente. Quand on réfléchit trop et qu'on se perd, généralement, on va finir par prendre quelque chose qui n'est pas performant. Et pour qu'une idée créative soit performante, on va revenir du coup au data, à tout ce qui précède toutes les décisions successives avant de créer. Et du coup, voilà, une idée performante, pour moi, c'est une idée évidente. Et du coup, quand on crée plus le format et la façon d'être de la chose. S'ajoute à ça un autre élément qui est ce que j'appelle moi la vitesse d'apprentissage. En fait, chaque marque, chaque créatif, chaque agence a son rythme d'apprentissage. Plus on apprend rapidement, parce que c'est une question aussi d'expérimentation. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de chance aussi dans notre domaine. Il y a beaucoup de métaphysique, si tu veux. On ne peut jamais être sûr que ça marche. Du coup, quand les astres s'alignent, ça marche. Voilà. Donc, quand ça ne marche pas, on apprend. Quand ça marche aussi, on apprend pourquoi. Donc, notre capacité à apprendre rapidement rend notre performance plus importante. Voilà.
J'aime bien l'idée de l'évidence et ça rejoint un petit peu la campagne que nous a, partagée, Arnaud, dans le sens où, on la connaît cette fameuse phrase où on n'a pas beaucoup de budget, mais on veut quand même une campagne qui fasse waouh, alors que parfois l'idée simple, elle est juste sous nos yeux, mais on n'arrive pas forcément, à l'utiliser. Poursuivons, messieurs, si vous le voulez bien. Il y a une expression, d'un auteur qui s'appelle Frédéric Dard, je vais évidemment l'édulcorer un petit peu, qui dit que: «Tout objectif flou conduit irrémédiablement à une bêtise précise». Lorsqu'on lance une marque, lorsqu'on lance un produit, on veut à tout prix que les gens l'achètent, que les gens en parlent, que les gens, en fassent des trends, nous voulons des millions de vues sur les réseaux sociaux et finalement, on se retrouve souvent à courir plusieurs lièvres à la fois et c'est là où, j'aimerais lier ça à cette définition de la performance. Est-ce que finalement l'absence de performance aujourd'hui, ce n'est pas simplement le reflet d'objectifs mal définis? Et que le problème n'est pas tant celui de la créativité. Bilal? Je crois qu'on revient toujours à la structuration, justement, à la structuration de comment formuler ce besoin en communication, ce besoin en marketing communication. Si on s'adresse à des équipes où on ne leur offre pas justement ce document qui peut encadrer la réflexion, qui est encore une fois la copie stratégique, qui est le brief, on ne peut pas s'attendre à ce que l'agence revienne avec des propositions pertinentes. Donc, il faut d'abord, avant de construire cette copie stratégie, se connaître. Et se connaître, c'est avant tout de définir très clairement la plateforme de marque, le territoire d'expression de la marque, sa personnalité, son ADN, et aussi bien identifier le marché dans lequel on voit quelle est notre cible. Et ce personnage est vraiment très important. Et c'est ce qui va dans une ère où on est hyper communicant, si on travaille avec des partenaires qui sont les agences, on ne peut pas leur fournir un document qui n'est pas clair, qui est flou, qui n'est pas bien structuré et qui n'est pas alimenté en insight de telle manière à ce que on ait une proposition pertinente. Et donc, c'est avant tout être structuré, bien se connaître et travailler avec le partenaire duquel on exige une réponse et une proposition, d'avoir des objectifs qui sont clairs. Arnaud, votre avis sur la question? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et je dirais parfois d'expérience, vous savez, la confusion, elle commence même beaucoup plus en amont chez l'annonceur. C'est la stratégie business souvent qui est mal définie. Parce que on oublie, enfin, on n'oublie pas nous, mais il faut jamais oublier, la communication, elle est au service de la marque. Mais la marque, elle est au service du business. Et le business, il a aussi une stratégie, il a aussi des objectifs. Et en fait, quand ceux-là ne sont pas clairement définis, en fait, par effet papillon, la communication ne répondra pas aux objectifs business parce qu'elle ne répondra pas aux objectifs de la marque, ne répondra pas aux objectifs business eux-mêmes. Donc je pense que cette notion de bien définir à l'avance ce qu'on veut et quels sont les objectifs à atteindre sont les clés d'une performance. S'il n'y a pas ça, on fonce dans le mur, on va dans la mauvaise direction, on se dilue, il y a plein de possibilités, il y a plein de conséquences, mais en tout cas, on n'arrive pas là où on veut arriver et la phrase de Frédéric Dard le résume à merveille. Je l'avais oublié celle-là. Voilà, un gentil rappel. Je retourne, si vous voulez bien, à notre ami, Paul. Il est toujours parmi nous. Il y a plein de possibilités, il y a plein de conséquences, mais en tout cas, on n'arrive pas là où on veut arriver et la phrase de Frédéric Dard le résume à merveille. Je l'ai oublié celle-là. Voilà, un gentil rappel. Je retourne, si vous voulez bien, à notre ami Paul. Il est toujours parmi nous, j'espère. Paul? Yes. As we launch a brand or products, we want people to buy it, talk about it. We want millions of views on social media, etc. Do you think that poor performance is ultimately a reflection of poorly defined objectives and lack of clarity? On a un petit souci le son, je parle. Sorry, Paul. On n'entend pas. Enregistre, s'il vous plaît. Le micro de Paul est désactivé. Est-ce qu'on peut y remédier?
So people, we will back to you in few minutes. Sorry. Je vous laisse, messieurs, Massinissa et Rachid, répondre à la question en attendant de régler ce souci technique. Par rapport de même sens, dans le d'expérience, je fais partie de ces objectifs. Tout à fait, je suis tellement d'accord. C'est si on plusieurs à la fois, on ne dévie pas. C'est clair, pas de filet. Bon, mais une vraie difficulté majeure aussi, c'est le processus de fixation d'objectifs. Pour préparer tout ce qu'on va aller, c'est pas tout. Quand les membres ils ont écouté management, il y a des processus de préparation de décision déjà assez bien huilés. C'est bien ça. Et parfois, dans quand le middle management, on entend des sociétés aussi qui sont, je parle là des grands multinationales qui ont déjà des processus assez notés, je dirais. Il y a un phénomène que il y a quelque chose de reconnu, c'est d'aider à photographier le moment. C'est de faire le coin où on en est actuellement. Quand on projette, on sait le rapide de notre situation, on peut les deux marier. La théorie, je veux bien être un. Donc, schématiser à pour la décision. La fiction qui n'était pas, c'est pas le nécessaire. Parfois, parce qu'on peut bien faire un saut de 50% ici, réalisable. Donc, je t'encourage de faire l'effort de cartographier, tu vois, où sont les positions actuelles. Oh, mais ça m'est pas là. Quels sont les athlètes forts en ce moment? Quels sont les concurrents qui sont proches de moi? Comment je distinguer sur ce critère-là? C'est un exercice assez intéressant qui peut amener le décideur là, il y a un besoin qui se résout sur les choses. Je fais un travail, etc. Je vais vous montrer J'espère. Paul? Yes. As we launch a brand or a product, we want people to buy it, talk about it. We want millions of views on social media, etc. Do you think that poor performance is ultimately a reflection of poorly defined objectives and lack of clarity? On a un petit souci de son, je crois. Sorry, Paul. On ne l'entend pas. En régie, s'il vous plaît. Le micro de Paul est désactivé. Est-ce qu'on peut y remédier? Sorry, Paul. We will back to you on few minutes. Sorry. Je vous laisse, messieurs Massinissa et Rachid, répondre à la question en attendant de régler ce petit souci technique. Juste pour abonder dans le même sens, un retour d'expérience sur la partie fixation d'objectifs, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Si on court plusieurs lèvres à la fois ou on ne définit pas, c'est clair qu'on ne peut pas définir la performance, mais une difficulté majeure aussi, c'est le processus de fixation des objectifs. Pour pouvoir préparer où est-ce qu'on veut aller, c'est pas toujours simple. Donc, quand l'entreprise, au niveau du management, il a des processus de préparation de décision déjà assez bien huilés, c'est plus simple. Mais parfois, quand le middle management ne fait pas le travail, quand dans des sociétés aussi qui sont, je ne parle pas des grands groupes multinationaux qui ont déjà des processus assez rodés, je dirais, il y a un phénomène il y a quelque chose que je préconise, c'est d'aider à photographier le moment. C'est de faire le point où on en est actuellement. Quand on projette, quand on fait le mapping de notre situation, on peut aider le management à dire oui, je veux bien être là. Donc schématiser, aider à prendre la décision, à fixer l'objectif dès le départ, c'est pas une mince affaire. Parfois parce qu'on veut bien faire un saut de 50%, mais est-ce qu'il est réalisable?
Donc, je préconise de faire l'effort de cartographier, de voir où est-ce qu'on est, le positionnement actuel, si on est dans la marque. Quels sont mes attributs forts en ce moment? Quels sont les concurrents qui sont proches de moi? Quels sont donc, comment je vais challenger? Je vais me distinguer sur ces critères-là. Donc, c'est un exercice assez intéressant qui peut ramener le décideur à bien fixer le curseur de son objectif. Je vais être là, je vais être là, je vais augmenter le business de 5%. Donc, il faut une progression de notoriété de ça. Donc, et quand on le fait dans la durée, on peut faire des modèles économétriques derrière pour dire si on investit ceci dans la com, on peut faire grimper la notoriété de temps et ça permettra après de faire des modèles de simulation pour aider à fixer ces objectifs-là pour pouvoir être performant. Finalement, donc c'est un peu, c'est lié aussi à ça, au processus de prise de décision initiale sur la fixation d'objectifs. Massinissa, je te laisse répondre et ensuite on reviendra à Paul. Et il parle tellement bien que je trouve plus quoi dire. Mais par contre, je rajoute quand même un élément à tout ce qui a été dit. Effectivement, notre métier, c'est une chaîne de production extrêmement complexe. Quand ça marche pas au bout d'un moment de cette chaîne, bah, clairement par la suite, toutes les décisions prises, même si elles sont les meilleures et les plus ingénieuses, elles sont fausses. Et c'est la raison pour laquelle, moi, tout à l'heure, j'ai beaucoup insisté sur l'écosystème. Il faut absolument qu'on prenne ça en considération tout le temps. Donc voilà, une bonne idée, c'est le fruit de beaucoup de décisions prises et par le passé et par le présent, voire même dans le futur, parce que dans la diffusion, dans les datas qu'on ressemble, qu'on ramasse, quoi, tout ça, c'est un ensemble de décisions qui font que une idée performe ou pas. Merci beaucoup, Massinissa. Paul, your mic was muted. That's why we were not hearing you. But now it's okay, I think. Can you activate your mic, please? La technologie, c'est bien, hein, mais des fois... Hein. Ah. Your mic was muted. Are you hearing me? Non. Yes, okay. There is no technical issue here, but the technical team said that your mic was muted. Je laisse, je crois, la team reprendre la main sur ça. Je suis désolée pour ce petit souci technique. On va essayer de régler ça et de revenir à Paul tout à l'heure. Dernier test. Is it okay? No. Visiblement non. Sur ce coup, le micro n'est pas de notre côté. Si vous permettez, on va enchaîner. On reviendra à Paul tout à l'heure. Bilal. Parce qu'aujourd'hui, on parle de performance, mais aussi de créativité. Donc, l'idée est de balancer le sujet là-dessus. Quand on vous propose une idée originale ou une réelle piste créative, quelles questions vous vous posez avant de valider ou non l'idée? Est-ce que c'est la mesure qui prend le dessus ou d'autres paramètres? C'est clair que avant de valider une piste créative, je pense que la meilleure solution, en fait, c'est de la tester, en fait. C'est que de créer des animatiques et de passer justement par des formats de test sur les études. Et je pense que c'est la meilleure manière, en fait, de juger si l'idée est bonne ou pas. Parce qu'on a une implication qui est personnelle à la marque, mais il faudrait qu'il y ait une certaine objectivité, cette distance à prendre avec justement ces pistes, quel que soit lorsqu'on est annonceur et qu'on reçoit justement des propositions de la part des agences, il y a une part personnelle qui affecte énormément la décision sur le jugement, sur l'évaluation de la pertinence de la piste et de la proposition créative. Après, je pense que la meilleure manière est de justement tester. C'est, je pense, pour moi, un processus pour ceux qui peuvent se le permettre. Et il y a des manières comment je le permettre sans pour autant imaginer que les tests sont extrêmement coûteux. Il y a des manières comment les tester à 10 ans un petit budget.
Mais le test, pour moi, aide énormément dans le processus de prise de décision pour justement optimiser au maximum possible les chances de la performance. Et je renvoie la question à Massinissa un peu différemment. Comment convaincre un annonceur d'investir dans une idée audacieuse quand il y a justement une pression de résultat? C'est Alors, il n'y a compliqué, pas hein. forcément de réponse universelle Ouais, ou juste, clairement, mais clairement. l'idée aujourd'hui, c'est de nourrir notre réflexion à ce sujet. En fait, déjà, même si je ne représente pas un annonceur, je pense que la notion de validation existe partout. Ah, même en tant que créatif, il faut valider à un moment donné. Il y a des échelles de validation. Et je rejoins cette manière qui est très classique, mais assez sûre, assez safe. Moi, je dirais qu'il y a une autre. Enfin, il y a deux extrémités. Il y a celle du feeling, premier feeling. Si ça marche comme pas possible, si tout le monde est d'accord, tout le monde est aligné, là, je pense que c'est très safe. On peut aller de devant. De l'autre côté, quand on commence à se poser des questions, à ce moment-là, il faut la mettre dans des conditions hostiles, notre idée. Hein, il faut vraiment la mettre dans les conditions les plus compliquées et savoir est-ce que ça donne ou pas. Maintenant, comment convaincre un annonceur qu'une idée est performante? D'abord, il faut s'assurer que l'annonceur, pendant la présentation, on s'assure que il est sûr que l'agence a bien compris le besoin. C'est-à-dire, quel que soit, on peut dire que votre idée, je n'aime pas, ça marche, mais nous dire qu'on est à côté de la plaque, là, il ne le faut pas. Enfin, il ne faut pas que ça soit un cas parmi d'autres. Ça devrait pas se passer, quoi. Auprès d'une agence qui se respecte, mais aussi un annonceur qui se respecte. Donc, première étape, il faut d'abord être in brief. Il faut montrer qu'on a bien compris la question et puis faire la performance créative. Voilà. Merci Massinissa. Alors, on vous entend légèrement chuchoter, donc si je peux récupérer votre attention, ce serait sympa avant de vous donner la parole pour poser vos questions. Arnaud, je vous repose du coup la même question. Hein, comment convaincre un annonceur d'investir dans une idée audacieuse quand la pression du résultat est immédiate? Est-ce que les annonceurs sont aussi frileux en Belgique ou pas? Totalement. En Belgique, c'est la même équation que partout. C'est plus il y a de l'argent en jeu, plus il y a de l'angoisse à table. Et plus il y a de l'angoisse à table, plus on invente des arguments pour tuer la créativité. Donc, parce que la créativité, c'est une idée d'aller vers l'inconnu. Hein, c'est faire quelque chose qui casse des codes, qui casse des règles. Donc, c'est quelque chose qui effraie. Et tout l'art d'une bonne agence, c'est d'accompagner ce client dans cette transformation d'angoisse à enthousiasme. Ça, c'est un travail qui peut notamment passer par une phase de pré-test, tout en sachant bien ce qu'il faut en tirer comme conclusion des pré-tests. Ça doit être quelque chose qui doit aider à renforcer l'idée, pas à la détruire. Mais là, on doit tous être vigilants. Mais c'est sûr que plus il y a des attentes, plus les enjeux sont gros financièrement, certainement, plus la propension à tuer une idée est grande. Donc, c'est notre rôle d'accompagner. Il y a un gros rôle psychologique, en fait, dans notre quotidien. C'est vraiment assister, aider, supporter nos clients à faire les bons choix. On doit produire la créativité, mais on doit aussi aider à la vendre et aider à l'acheter. Et c'est tout un processus d'accompagnement et qui fait notre quotidien. Voilà, oui, c'est une règle en or, je pense, qui doit être relativement universelle. Et c'est presque rassurant de savoir que ça se passe un petit peu partout comme ça, même si c'est pas forcément une bonne chose. Wardy, si je peux juste Oui, bien sûr. rajouter quelque chose, c'est que c'est l'intérêt d'avoir des panels riches parce qu'on a justement la vision d'une agence et on a le côté frileux d'un annonceur qui compte tout tester justement parce que ces budgets-là, on en est responsable et donc du coup, c'est pour ça qu'on a cette obsession en fait de l'évaluation et on a c'est pas vraiment une obsession, mais c'est que les enjeux sont tellement grands et que
qu'on ne peut pas se permettre uniquement d'avoir un feeling avec l'idée. C'est très important, on est tous humains en fait, hein, parce que si on brief une agence, c'est qu'on a une part qui nous lie au projet qu'on gère, à ce besoin de communication. Après, il faut savoir se détacher justement, le confier à l'agence, très bien structuré et encadré justement de telle manière à ce que l'agence puisse avoir un territoire d'expression et de créativité qui est assez délimité, mais en offrant quand même cette possibilité à l'agence de jouer sur un terrain un maximum grand, parce qu'on est de plus en plus restrictif avec la data. Ça peut être très freinant, hein, pour une agence, ça peut être inhibant, mais du côté de l'annonceur aussi, il faut un minimum. On parle de psychologie. C'est ce que c'est en fait un outil de l'agence parce qu'il y a énormément d'affect et le sentiment dans la création de l'idée, là-bas que l'agence, mais de la part de l'annonceur, il y a justement cette responsabilité d'être au maximum possible parler d'agir, de couvrir une distance pour bien évaluer si l'idée était bonne. Justement, c'était un peu ma question suivante. En réalité, j'ai essayé de supplier les deux pour aussi pouvoir mener la parole à la Chine, pour donner son avis là-dessus. Vous êtes le garant un peu sur l'idée, on va dire ça comme ça. Que peut-on faire pour donner une meilleure place à votre rôle et de faire intervenir cette une sur identité en amont dans la réflexion stratégique? Et j'enchaîne sur la deuxième question, parce que c'est ça l'atypique de répondre. À quel moment la data devient un frein pour la créativité? Et là, ça en amène nous intéresse. Question. Je continue par rapport à la nouvelle idée, créativité, qu'on ne connaissait pas avant. C'est plutôt à l'accompagnement. À la mesure le prétexte, j'équipe personnellement très peu de rejet d'une idée catégorique. Parce que le message est tellement brutal, il casse justement, et parfois dans des contextes particuliers où le réseau il ne lance pas prendre de suite. Mais dans la quasi-totalité des cas, c'est plutôt comment accompagner, comment réaliser l'idée. Donc on enlève les choses, comment la faire. Donc le prétexte va enrichir le processus de mise en place de l'idée. Mais il va rarement la casser dans le vecteur. Donc la mesure dans un prétexte, elle est plutôt qualitative. Il n'est pas, c'est très compliqué d'arriver à donner des on va qualifier l'idée de ce plan qualitativement pour maximiser ses chances de l'accompagner de l'enfant dans des caractères et puis trouver le meilleur moyen de succès. Par contre, il faut avancer dans les mesures de performance. Ils sont plutôt glissés en l'air. Il y a des logiques effectivement des mesures qualitatives, mais il y a d'autres mesures quantitatives sur la lucidité, ce qui montre sur les visages, même la partie de la création. On a dit Pranchi, le détail des remarques, les logiques d'association, tout ça on va le quotidien. Et puis, à force de mesure qu'on fait des études, on peut dire que dans le secteur télécom, la norme à performance, il a été accueilli. Si la compagnie n'atteint pas ce niveau, nous savons pas. On a accueilli des normes sectorielles. Mais avant, avoir réflexion, c'est que des mesures plus qualitatives que quantitatives. C'est pour ça, c'est pour ne pas charger de ornements qu'on ne connaît pas. A priori, si on va faire si on sait pas que si la digitalisation on a dans des pays, il est plus dégueu la caisse, c'est beaucoup que c'est pas ou pas. C'est trop contexte. Le contexte c'est très important. À mon sens, en aucun cas, le data ne censé être un frein, ni un tueur de la créativité. Absolument. La data, ça rend la créativité chirurgicale et précise. Et si je dois schématiser la chose, si on va avoir un axe horizontal et un autre vertical, moi personnellement je déteste la créativité horizontale. C'est-à-dire,
avoir un fil, avoir un format, quel que soit le format, qui coche tout, toutes les On parle de psychologie. C'est en fait un outil de l'agence parce qu'il y a énormément d'affect et de sentiments dans la création de l'idée de la part de l'agence, mais de la part de l'annonceur, euh, il y a justement cette responsabilité d'être au maximum possible, pas détaché, mais de prendre une distance pour bien évaluer si l'idée est bonne ou pas. Justement, c'était un peu ma question suivante. En réalité, je vais essayer de jumeler 2 pour aussi pouvoir donner la parole à Rachid pour nous donner, son avis là-dessus. Vous êtes le garant de la mesurabilité, on va dire ça comme ça. Que peut-on faire pour donner une meilleure place à votre rôle et de faire intervenir cette mesurabilité en amont, dans la réflexion, stratégique? Et j'enchaîne sur la deuxième question, comme ça je vous laisse la latitude de répondre. À quel moment la data devient un frein pour la créativité? Et là, Massinissa, ton avis nous intéresse. Rachid? Très bonne question. Enfin, je continue sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est par rapport à la nouvelle idée, une créativité qu'on ne connaissait pas avant. C'est plutôt un accompagnement. La mesure, le pré-test, j'ai vu personnellement très très peu de rejet d'une idée catégoriquement, parce que le message est tellement brutal et casse justement, et on est parfois dans des contextes particuliers où le management dit non, je ne peux pas prendre ce risque. Mais dans la quasi-totalité des cas, c'est plutôt comment accompagner, comment réaliser l'idée. Donc on enlève des choses, comment la faire. Donc le pré-test va enrichir le processus de mise en place de l'idée. Mais il va rarement la casser ou la mettre de côté. Donc la mesure dans un pré-test, elle est plutôt qualitative. C'est très compliqué d'arriver à donner des chiffres ou des probabilités de succès dès le départ. Mais on va qualifier l'idée sur le plan qualitativement pour maximiser ses chances de succès, pour l'accompagner, pour la vendre déjà en interne, et puis trouver le meilleur moyen de succès. Par contre, une fois lancées, les mesures de performance, ils sont plutôt plus simples. Il y a des logiques, effectivement, des mesures qualitatives, mais il y a beaucoup de mesures quantitatives sur le volume, sur la visibilité, sur les compréhensions des messages, sur même l'impact de la création. Est-ce qu'on lit le brand fit? Est-ce qu'on lit le message à la marque, les logiques d'association? Tout ça, on peut le quantifier même. Donc dire que, et puis, à force à mesure qu'on fait des études, on peut dire que dans le secteur télécom, la norme, la performance, c'est d'arriver à tel niveau. Si la campagne n'atteint pas ce niveau, peut mieux faire, quoi. Donc, on arrive à créer des normes sectorielles. Mais avant la création, c'est plutôt des mesures plus qualitatives que quantitatives. C'est pour ça, c'est pour ne pas challenger. On n'a pas encore, on ne connaît pas a priori si on va faire, si l'idée. Sinon, c'est pas une création. Sinon, c'est une imitation. On connaît déjà, on reproduit quelque chose. L'idée de la création, c'est nouveau, donc on ne sait pas où on va. Donc plutôt contextualiser. Disons ce que j'ai dit tout à l'heure. Le contexte est très important. À mon sens, en aucun cas, le data n'est censé être un frein ni un tueur de la créativité. Absolument pas. La data, ça rend la créativité chirurgicale et précise. Et si je dois schématiser la chose, si on doit avoir un axe horizontal, un autre vertical, moi personnellement, je déteste la créativité horizontale. C'est-à-dire avoir un film, avoir un format, quel que soit le format, qui coche tout, toutes les cibles, toutes les situations, Faddar, Barra, un blanc, un noir, etc. Du coup, à mon sens, justement, le data, il vient apporter de la précision et donc la créativité a le soin, a toute la légitimité de travailler verticalement, donc être le plus précis possible, le plus pertinent possible et donc le plus chirurgical. Voilà. Je voudrais rajouter juste un élément là-dessus d'une campagne qui a été faite sur le marché algérien. Je n'ai pas l'autorisation de citer la campagne. Mais dans le processus de préparation, il y avait un clivage. Il n'y avait pas du tout l'unanimité.
dans la préparation, il y avait même quelques conflits. Ils disaient non, non, on a raté, ça c'est pas. Parce qu'en fait, le fait de confronter l'idée des consommateurs, des vrais clients, donc il y a ceux qui pensent comme ça, ceux qui pensent comme ça. L'agence, il a fait toute la pédagogie pour l'imposer et finalement, ça a bien performé. Et l'étude après, il a montré que plus les consommateurs étaient exposés à la campagne, plus ils plaisaient. Donc, du coup, ce que je disais tout à l'heure, on ne cherche pas l'unanimité tout le temps. Au contraire, ce clivage, parfois, il nourrit justement la réflexion. Si on cherche à se distinguer, il le faut. Parce que si tout le monde pense la même chose, il se peut que ce ne soit pas réellement une création, finalement, qui va se distinguer. Après, le grand risque, c'est quand le data est faux. À ce moment-là, on est précis, mais très faux, quoi. D'où le fait de laisser la place justement à l'intuition. Arnaud, comment réussir justement à construire cette équation gagnante entre mesure et intuition créative? D'ailleurs, ce sera une question commune aux deux panels. Bah, je dirais de la confiance mutuelle entre les différentes parties prenantes à un moment donné. C'est-à-dire, les gens, tout part d'un bon briefing, tout part aussi d'un moment, un directeur de création qui a quelque chose dans le ventre quand il voit l'idée, qui dit c'est ça. Et c'est ça, ça vient d'une relation profonde qu'il a avec son client où il sait que c'est pas forcément ce que le client attend, mais c'est ce qui va faire du bien à son client, c'est ce qui va faire du bien à sa marque. Il y a une vraie bienveillance dans le choix de l'idée. On choisit pas une idée pour soi, on choisit pas une idée pour son agence. Ça s'appelle de l'opportunisme et c'est pas avec ça qu'on construit des marques. Donc il y a une relation de confiance qui fait qu'à un moment, un directeur de création a ce que disait Massy, cette intuition, ce feeling que c'est la bonne idée. Ou en tout cas la base d'une bonne idée. Ensuite, il y a la confiance des gens avec qui on va la tester, on va la développer, la produire dans un second temps aussi. C'est-à-dire que moi, je suis un pro des tests, je suis un pro, un pro, pas professionnel, mais un fan de la data, des gens qui vont confirmer, infirmer, aider à améliorer, parce que ce sont des gens de confiance avec qui on construit ensemble. En fait, une agence de pub et un client et toutes les parties prenantes, c'est une aventure humaine avant tout. Et quand on a cette fibre humaine qui drive ce que les gens autour d'un projet, en fait, on parvient à vendre cette idée, à amener les gens, à déplacer des montagnes s'il faut déplacer des montagnes, parce qu'on a une vision commune des objectifs et il est commune de ce que l'idée est et commune de la performance qu'elle va pouvoir générer avec évidemment un seuil d'erreur. Soyons francs, on ne peut pas tout prédire et Dieu merci. Mais donc, je crois que pour moi, cette équation, elle est avant tout humaine et basée sur la confiance. Un rappel super important qu'on ne devrait pas cesser de répéter. On oublie souvent que l'annonceur et les agences sont dans une position de collaboration. On n'est pas dans une relation je t'aime moi non plus, comme j'ai tendance à la définir. Si l'annonceur gagne, l'agence gagne. Si l'agence gagne, l'annonceur gagne. L'agence est au service du succès finalement de la marque. Je pense que vous pouvez tous le confirmer. I guess Paul is back. So let me ask you the Yes. previous question. So we want your point of view about the definition of poor performance. I asked if it's ultimately a reflection of poorly defined objective and lack of clarity. Yeah, thank you. Well, I truly believe that the problem is that most of the time we have a poor performance because we don't have enough knowledge of all the different formats and platforms that we can work with. For example, if we think that a video is going to give me leads, for example, I think that is not going to work enough. But the problem is that we think that the performance has to start at the beginning of the marketing funnel. But for me, we have to start thinking with the main result. And after that, we have to go backward to review every stage of the performance funnel. So already here in Latin America, for example, we think that just video is the main
platform right now. Everyone wants to do just video and video. And obviously, you are going to get just views. You are not going to build anything that give you a purchase or with a format that is correct for that main goal. So I think that the poor performance is because we want just results right now, and we don't want to study all the data and all the things that you guys have been talking about. And, and I think that creative and performance have to walk along, have to work together, and have to know what is working with. And we have to know that if we want that someone buys something for us, at the beginning, we have to show our product. We have to show what we have for them, and then we need to start working side by side with creative to give the main goal to our clients. Sometimes we forget that we have to give results. Since we start working in advertising, we have to know that the main goal is to sell a product, to sell a relationship, to sell a service. But with the performance media, we have forgotten that people want to be entertained. People want to watch something and laugh and cry and have emotions. We forgot that we just want to sell. We have to know that if we want to sell in the long term, we have to build a relationship. Forgotten that we have a relationship with our customers is the thing that if poor performance at the end, because we are just thinking about results and we are not just thinking about long-term results. Il insiste aussi finalement sur cet aspect de connaissance de marque des canaux qui s'offrent à nous et que la collaboration, comme une fois, ça confirme ce qui a été dit. But there is one point. In our line of work, everything happens very quickly. As soon as one project is finished, we move on to the next one. Sometimes we are even taking time to review what didn't work or even to congratulate ourselves. Our identity and why this is or identify what didn't work. So what should we do to stay up to date with our brands and not get left behind by the change? Well, I think that we have to take the time to review everything. I know that the world is moving so fast right now, but also I believe that we have to be serious in our work, and taking the time to review all the results is the most important part of everything what we have been doing in all this. I know that to congratulate ourselves, maybe we'll have time, but I think that the best gift or the best congratulation we could receive from a client is that the brand is growing, that the campaign is working, that we are having results. But also, if we don't take the time to review the bad results and what happened and why we have them, it's something that we are going to take us in a cycle vicious, working in a cycle, and we are not going to know how we can improve them. And also the worst part of the story for me, that I am the owner of the agency, is that the client wants another agency because we don't have enough time to review everything with them. So for me, the time to review the results, good and bad, is necessary in this world that is moving so fast. Thank you, Paul. Je reviens du coup à la personne française. Dans nos métiers, c'est vraiment tout climat très vite. Après ton projet interdéterminé, on passe au suivant. On prend pas le temps de se féliciter. On prend parfois pas le temps d'essayer d'identifier ce qui marche ou pas. Que doit-on faire aujourd'hui, justement, sur nos propres marques pour ne pas se laisser dépasser par le jour? Finalement, ce qui manque, c'est cet embêtant. Bilal? Je crois que je suis bien passé pour répondre à cette question. On est dit, c'est bien communicant. On communique énormément. Au Lino, on a besoin énormément avec les communications parce que les services, ce catalogue est vraiment
très grand et on arrive à une maturité du marché. On fait à ce endroit diversifier suffisamment la solution telco pour justement pouvoir s'adapter à tous les besoins. Et les besoins deviennent de plus en plus se multiplient, se démultiplient même. Et donc, cette force cette évolution du digital, ça nous pousse, nous, en fait, à se diversifier en plus sur la solution telco. Et donc, on a ce besoin de communiquer sur co de manière didactique. Et la didactique a besoin justement de communiquer d'une manière vivante, justement pour expliquer surtout pour les produits telco, qu'on a un passage technologique vers la 5G qui nous a justement aussi sur ça, et de pouvoir vraiment s'adapter sur un marché. Il n'a pas systématiquement, il a la maturité de l'usage, mais il n'a pas la maturité de la culture de l'usage. C'est qu'on utilise plus les smartphones, mais on utilise tous, on est des digital users, on est des app users, mais sans pour autant avoir vraiment cette culture de l'usage et surtout la connaissance. Et donc du coup, on doit s'adapter très vite. Et dans cette adaptation, il y a Paul, c'est ça qui vient justement de le mentionner, c'est dans cette vitesse-là que malheureusement on se retrouve dans ce poids de l'éthérence, de ne même pas avoir besoin de corriger ce qui vient en fait, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps pour communiquer sur... Et donc je crois que c'est aussi une responsabilité des marques. Et là je pense qu'il faut engager ce débat, c'est que les marques aussi ont un rôle éducatif dans l'éducation. C'est que parfois ça peut paraître assez délirant de dire que les marques éduquent, mais les marques ont ces possibilités. Si on a maintenant une bonne culture, si Coca-Cola a justement créé cette bonne culture, c'est que c'est des marques qui ont... Start working on advertising, we have to know that the main goal is to sell a product, to sell a relationship, to sell a service. But with the performance media, we have forgotten that people want to be entertained. And people want to watch something and laugh and cry and have emotions. And we forgot that we just want to sell. We have to know that if we want to sell in the long term, we have to build a relationship. And forgotten that we have a relationship with our customers is the thing that gives poor performance at the end, because we are just thinking about results and we are not just thinking about long-term results. Il insiste aussi finalement sur cet aspect de connaissance de marque, des canaux qui s'offrent à nous et de la collaboration. Encore une fois, ça confirme ce qui a été dit. But there is one point. In our line of work, everything happens very quickly. As soon as one project is finished, we moved on to the next one, sometimes without even taking a time to review what didn't work or even to congratulate ourselves. Our identity and why this is or identify what didn't work. So what should we do to stay up to date with our brands and not get left behind by the change? Well, I think that we have to take the time to review everything. I know that the world is moving so fast right now, but also I believe that we have to be serious in our work, and taking the time to review all the results is the most important part of everything what we have been doing in all this. I know that they congratulate ourselves, maybe we don't have time, but I think that the best gift or the best congratulations that we could receive from a client is that the brand is growing, that the campaign is working, that we are having results. But also, if we don't take the time to review the bad results and what happened and why we have them, it's something that we are going to take us in a cycle vicious, working in a cycle, and we are not going to know how we can improve them. And also the worst part of the story for me that I am
the owner of an agency is that the client wants another agency because we don't have enough time to review everything with them. So for me, the time to review the results, good and bad, is necessary in this world that is moving so fast. Thank you, Paul. Je reviens du coup à la version française. Dans nos métiers, on le sait, vraiment tout va très vite. À peine un projet terminé, on passe au suivant. On prend pas le temps de se féliciter. On prend parfois pas le temps d'essayer d'identifier ce qui marche ou pas. Que doit-on faire aujourd'hui justement sur nos propres marques pour ne pas se laisser dépasser par le changement? Finalement, ce qui nous manque, c'est cette denrée temps. Bilal? Je crois que je suis bien placé pour répondre à cette question. On est des hyper communicants. On communique énormément. Au Lido, on a un besoin énorme en fait en communication parce que les services, le catalogue, il est vraiment très grand et on arrive à une maturité du marché en fait qui fait à ce qu'on doit diversifier suffisamment la solution telco pour justement pouvoir s'adapter à tous les besoins. Et les besoins deviennent de plus en plus se multiplient, se démultiplient même. Et donc, avec cette force cette évolution du digital, ça nous pousse, nous, en fait, à se diversifier encore plus sur la solution telco. Et donc, on a ce besoin de communiquer surtout d'une manière didactique. Et la didactique a besoin justement de communiquer d'une manière vivante pour justement pouvoir expliquer, surtout pour les produits telco. Et on a un passage technologique vers la 5G qui nous a justement poussé sur ça et de pouvoir vraiment s'adapter sur un marché où il n'a pas systématiquement, il a la maturité de l'usage, mais il n'a pas la maturité de la culture de l'usage. C'est qu'on utilise tous des smartphones, mais on est des digital users, on est des app users, mais sans pour autant avoir vraiment cette culture de l'usage et surtout la connaissance. Et donc, du coup, on doit s'adapter très vite. Et dans cette adaptation, il y a Paul, c'est ça qui vient justement de le mentionner, c'est dans cette vitesse-là que malheureusement on se retrouve dans ce pouvoir de l'éthérence, de ne même pas avoir besoin de corriger ce qu'il vient en fait, parce qu'on n'a pas suffisamment le temps de communiquer sur... Et donc je crois que c'est aussi une responsabilité des marques. Et là, je pense qu'il faut engager ce débat, c'est que les marques aussi ont un rôle éducatif dans l'éducation. C'est que parfois, ça peut paraître assez dénigrant de dire que les marques éduquent, mais les marques ont cette possibilité. Si on a maintenant une pop culture, si Coca-Cola a justement créé cette pop culture, c'est que c'est des marques qui ont contribué à révolutionner et donc ils ont éduqué. Et donc, c'est à nous de prendre aussi une distance par rapport à ce fast communication de communiquer très vite, tout de suite, et de waver tout le temps, en fait, avec les trends. Et donc, du coup, nous, c'est un sujet qui est tout le temps débattu, c'est comment les marques qui communiquent énormément puissent prendre justement cette distance-là et de se dire, on ne va pas sur cette trend. Et là, c'est vraiment indispensable de juger quand est-ce qu'il faut communiquer et quand est-ce qu'il ne faut pas. Et on est sur une ère qui est tellement effrénée, elle nous oblige à prendre systématiquement la parole. Et cette métamorphose du digital à travers les réseaux sociaux, c'est que autant de personnes qu'il y a dans cette salle, c'est autant de personnes qui ont un média. On a tous des médias. Nos profils sur les réseaux sociaux sont des médias parce qu'on peut créer tout de suite du contenu, le poster. Vos followers sont une audience. Et donc, du coup, dans tout ça, il faudrait que les marques prennent de la distance et se disent, doit-on partir sur cette communication ou laisser justement cette wave? Et je pense qu'à l'ère du digital, on a cette possibilité de le faire parce que si on rate une vague, si on rate une trend, c'est pas vraiment dramatique parce qu'il y en aura d'autres. Et donc, du coup, je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait un débat autour de ça et que les marques puissent prendre cette distance-là. Et tu fais bien de le souligner. Massinissa, très rapidement pour qu'on puisse ouvrir le débat avec le public. Moi, je pense qu'on peut faire facilement un parallèle entre une marque comme entité et l'être humain.
les décisions, la créativité, le management est fait à base de décisions et les décisions sont faites par les humains. Du coup, une marque a sa dimension humaine tout le temps. Et donc, la notion du temps, du combien de temps une action nécessite ou combien de temps il faut que je me dise, tiens, là, je m'arrête et je prends le recul et je regarde. Tout ça, ce sont ceux qui réussissent le plus ça, c'est ceux qui arrivent à un meilleur mix entre des décisions stratégiques et des décisions tactiques, donc répondre à des besoins imminents. Donc ce mix-là, c'est ce qui fait la réussite ou pas d'une marque à long terme. Arnaud, pour finir sur cette série de questions, même s'il y a beaucoup de choses à dire, mais on a un temps imparti, quel est selon vous le plus grand défi pour les agences et les marques cette année? Je dirais en Belgique en tout cas, donc je m'avance pas pour le reste du monde, mais en Belgique, euh, j'ai parlé de confiance tout à l'heure. Je crois que il faut construire plus de ponts entre le monde des agences et le monde des annonceurs. Il y en a, ils sont assez présents, mais c'est pas forcément les plus efficaces. Je pense aujourd'hui que ce soit c'est dans le rôle d'une agence même ou le rôle des différentes organisations. Je suis président de Creative Belgium, qui est l'association des créatifs de Belgique, et ça fait partie des objectifs de mon mandat, c'est de créer plus de ponts, plus d'échanges entre le monde des agences, le monde des annonceurs, pour justement générer cette confiance qui permet de faire des grandes choses. Ça, c'est pour moi l'objectif 2026-2027 et en fait quelque chose qu'il faudra entretenir de façon éternelle si on veut continuer à avancer dans la même direction. Merci beaucoup. Same question for Paul. What is the major challenge that brands and agencies will face in 2026? Well, I believe that the thing is about ideas, how we need to, as Arnaud said, how we need to build bridges between agencies and clients, because that's necessary right now. We are living in a world that is taking everything for the human nature and putting into AI. And that's, for me, something that we have to build, or we have to fight against it. It's not because I am against AI, but I am truly believe that the best way that we can perform with clients is with ideas. People want to watch, hear, feeling ideas. And I believe that we need that to our clients to give them ideas that people are going to love. And with that thing, we are going to perform better. For me, and my deepest thought is that we need to start relationship with clients, taking them to a place where they used to be, and right now they are, I don't know, maybe losing their way, but we have to put it in the way that we need ideas. We are in an industry that is based on ideas, and for me, is the main goal for 2026 and 2027. We have to build ideas with our clients. Thank you. Thank you, Paul. Et surtout, avoir une vision à long terme. J'ai encore quelques questions, mais je risque de monopoliser la parole. Et comme le temps passe vite, la parole est à vous, messieurs, dames. Nous allons vous faire passer un micro. Si vous souhaitez intervenir ou poser une question, je vous demanderai simplement d'être plutôt concis dans votre prise de parole pour prendre un maximum. La parole est à vous. Ou sinon, je question. Mais faites pas les timides. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse tous. Est-ce que quelqu'un se dévoue pour poser la première question ou même faire la première intervention?
Auquel cas, je me retourne une nouvelle fois vers mes invités, justement pour leur demander quel est le défi qui nous attend cette année en tant qu'annonceur et agence. Bilal? Il y en a tellement en fait, s'il y a un seul défi en fait, c'est de contextualiser notre communication et de faire justement le travail en tant qu'annonceur, d'élever au maximum possible la qualité de la communication pour que justement ça puisse être une locomotive pour qu'on améliore au maximum possible cet environnement de marketing, du marketing communication, non seulement pour les professionnels, mais aussi pour les créateurs de contenu, pour qu'on ait justement une part de responsabilité sur l'amélioration de l'environnement et l'amélioration de la qualité de la communication. C'est des enjeux de... Je crois qu'en tant qu'annonceur, c'est un enjeu pour pas mal. Bon, je rejoins l'idée de l'échange. Je pense que le salut de prévertir de ça, avec effectivement la progression, la généralisation de l'IA sur le contenu. Maintenant, il y a même dans notre métier, dans les peut-être synthétiques. Je pense que c'est l'échange, ça nous donnera plus de temps à l'échange, à la créativité. On va gagner du temps pour les opérations. Donc, je rejoins l'idée tout à l'heure de l'échanger avec les clients, plutôt triptyque client, annonceur, l'annonceur, l'agence et la sécu. Je vais aussi le mettre à la mesure dedans. C'est ce triptyque-là, l'échange qui peut... Par exemple, aujourd'hui, en Algérie, on a très peu d'échanges. On ne sait pas, par exemple, on n'arrive pas à estimer le volume du marché du système digital. On a une métrique pour des terres classiques parce que les agences ne communiquent pas les investissements des marques. Donc, un échange pareil peut asseoir, pareil, on peut ajouter dans le tableau de bord de l'investissement publicitaire, le digital peut s'attaquer. La data, c'est le pétrole, mais on n'y a pas tout ça que c'est un peu ça le massif, c'est ça. Moi, j'ai la chance parce que on m'a posé cette question cette semaine pour donner une interview, donc je me suis bien préparé. Je dirais que si je dois choisir trois choses, trois grands challenges, je vais commencer par le moins complexe, le jour plus compliqué. Le moins complexe, je pense que cette année va être un peu le début de remise en question dans tout ce qui est digital. Je pense que, je sais peut-être pas un baril noir. Là, on sent que l'année et le média classique reprend un peu de place. Et donc, le digital est devenu presque aussi coûteux que la télé, enfin que le média classique. Et le média classique, apparemment maintenant, donne une crédibilité, une confiance que le digital n'a pas. Donc ça, je pense, la première question, c'est pour les gens en question à se permettre de s'abonner. Le deuxième, c'est l'IA. L'IA, je viens de voir, il y a une année, on a discuté toi et moi, j'ai dit, ce palais, il va être valable pendant quelques heures, parce que ça va changer tout le temps. Donc, à mon sens, depuis que la pub, depuis que la com existe avec sa forme moderne, on n'a jamais assisté à un tel phénomène incertain, incroyablement en mouvement continu, comme maintenant. Du coup, on va assister à des gens qui vont l'adapter à 100%, qui veulent tout faire avec ça. On va assister à d'autres qui vont résister, à des gens que non, c'est à l'ancienne, machin, je sais pas quoi. Et on va assister à ceux qui vont prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, je ne sais pas si lesquelles, mais ceux qui vont prendre les bonnes décisions, implanter les gros éléments, les bonnes plateformes, les bons robots, machin, ceux qui vont prendre de l'avance d'ici quelques années. La dernière, pour moi, c'est la plus complexe, c'est la prise en considération de ce qui se passe dans la géopolitique internationale. Il y a un changement énorme. Et on assiste à un changement, encore une fois, historique. Peut-être qu'on n'a pas un équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc,
je pense que les marques ils vont cesser d'être un acteur économique, commercial. Je pense qu'on aura, si on parle de prise de marque, je pense qu'il y aura des éléments nouveaux qui vont se joindre à ce prisme. C'est un petit peu comment elle se définit dans ce grand changement géostratégique. Je pense qu'il y a eu déjà c'était déjà précurseur. En fait, c'est que le conflit au Moyen-Orient, il y a 2 ans, il a justement fourni ce débat autour de les marques ont-elles ce rôle-là de s'exprimer ou pas. Et donc, il y a beaucoup de marques qui étaient très fileuses parce que c'est un terrain qui est très laissé, très dangereux parce que il y a des enjeux à l'international de certaines marques qui freinent justement cette prise de parole, qui freinent cette implication directe de la marque fait parce qu'on l'appuie dans ce conflit. Et donc, on a un retour aussi, on a vu les boycotts, et on avait aussi un retour des consommateurs et du public en général qui est notre cycle et qui a justement pris parti de décider quelles sont les marques qui étaient engagées, quelles sont les marques qui ne l'étaient pas. Et je pense que justement ce pouvoir de décision il n'est pas vaste à travers le digital, c'est simplement démocratiser. Ça fait que maintenant, il y a une puissance il y a une licence de la position de l'audience et de la cible qui n'était pas il y a peut-être à peine 5 ou 10 ans. Cette prise de pouvoir-là, de dire qu'on est puissant, il y a un pouvoir à prendre sur les marques, il y a un pouvoir à prendre navette sur les limites qu'on imaginait l'infiniat. Et je pense que c'est clairement un enjeu sur lequel j'étais un petit peu frilé de la norme qui n'a pas eu. Et ça continue d'ailleurs. Et que ça continue d'ailleurs à aller ce qui se passe en Iran. Et ça veut dire que les consommateurs aujourd'hui sont plus conscients. Deuxième chance et dernière, on n'aura pas 3, de prendre la parole pour pourquoi pas nous partager vos définitions de la performance ou même poser une question. C'est étrange, il y a des communicants qui font les timides. C'est pas très cohérent. Toujours pas? Ou alors vous vous réservez. Ah, merci. Wahid. Pour qu'on ait justement notre part de responsabilité dans l'amélioration de l'environnement et dans et dans l'amélioration de la qualité de la communication, en fait. C'est les enjeux de... Je crois qu'en tant qu'annonceur, c'est un enjeu pour 2026. Moi, je rejoins l'idée de l'échange. Je pense que le salut ne peut venir que de ça, avec effectivement la progression, la généralisation de l'IA sur le contenu. Maintenant, il y a même dans notre métier, l'arrivée des data synthétiques. Je pense que c'est l'échange. Ça nous donnera plus de temps à l'échange, à la créativité, parce qu'on va gagner du temps pour les opérations. Donc, je rejoins l'idée de tout à l'heure de l'échange, échanger avec les clients. Je dirais plutôt triptyque client, annonceur, l'annonceur, l'agence et l'institut. Parce qu'il faut aussi mettre la mesure dedans. C'est ce triptyque-là, l'échange qui peut... Par exemple, aujourd'hui, en Algérie, on a très peu d'échanges. On ne sait pas, même pas, par exemple, on n'arrive même pas à estimer le volume du marché publicitaire digital. On a les métriques pour les médias classiques et pas, parce que les agences ne communiquent pas les investissements des marques. Donc, un échange pareil peut asseoir, par exemple, pour rajouter dans le tableau de bord des investissements publicitaires le digital pour cette année. La data, c'est le nouveau pétrole, mais on n'y a pas tous accès. C'est un peu ça le... Massinissa? Moi, j'ai de la chance parce que on m'a posé cette question cette semaine pour donner un interview, donc je me suis bien préparé. Je dirais que si je dois choisir 3 choses, 3 grands challenges, je vais commencer par le moins complexe jusqu'au plus compliqué. Le moins complexe, je pense que cette année va être un petit peu le début de remise en question dans tout ce qui est digital. Je pense que Rachid peut-être va être d'accord avec moi. Là, on sent que la télé et le média classique reprend un peu de place. Et donc, le digital est devenu presque aussi coûteux que la télé, enfin que les médias classiques. Et le média classique, apparemment maintenant, il donne une crédibilité, une confiance que le digital ne donne pas.
Donc ça, je pense, c'est la première question, c'est le premier remise en question à se permettre cette année. Le deuxième, c'est l'IA. L'IA, souviens-toi, il y a de ça une année, on a discuté, toi et moi, on s'est dit, ce panel, il va être valable pendant quelques heures, parce que ça va changer tout le temps. Donc, à mon sens, depuis que la pub, depuis que la com existe avec sa forme moderne, on n'a jamais assisté à un tel phénomène incertain, incroyablement en mouvement continu, comme maintenant. Du coup, on va assister à des gens qui vont l'adapter à 100%, qui veulent tout faire avec ça. On va assister à d'autres qui vont résister, disons que non, nous c'est à l'ancienne, machin, le old school, je sais pas quoi. Et on va assister à ceux qui vont prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions, je sais pas c'est lesquelles, mais ceux qui vont prendre les bonnes décisions, implanter les bons éléments, les bonnes plateformes, les bons robots, machin, c'est ceux qui vont prendre de l'avance d'ici quelques années. La dernière, et c'est pour moi c'est la plus complexe, c'est la prise en considération de ce qui se passe dans la géopolitique internationale. Il y a un changement énorme. On assiste à un changement, encore une fois, historique. Peut-être qu'on n'a pas un équivalent depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense que les marques ils vont cesser d'être un acteur économique, commercial. Je pense qu'on aura, si on parle de prisme de marque, je pense qu'il y aura des éléments nouveaux qui vont se joindre à ce prisme. C'est un petit peu comment elle se définit dans ce grand changement géostratégique. Merci. Je pense qu'il y a eu déjà c'était déjà précurseur en fait, c'est que le conflit au Moyen-Orient il y a 2 ans, il a justement provoqué ce débat autour de les marques ont-elles ce rôle-là de s'exprimer ou pas? Et donc, il y a beaucoup de marques qui étaient très frileuses parce que c'est un terrain qui est très risqué, très dangereux, hein, parce qu'il y a des enjeux à l'international de certaines marques qui freinent justement cette prise de parole-là, qui freinent cette implication directe de la marque en fait, hein, parce qu'on l'implique dans un conflit. Et donc, on a un retour aussi, on a vu les boycotts et on a vu aussi un retour des consommateurs et du public en général qui est notre cible et qui a justement pris le parti de décider quelles sont les marques qui étaient engagées et quelles sont les marques qui ne l'étaient pas. Et je pense que justement ce pouvoir de décision il n'est pas passé à travers le digital, il s'est simplement démocratisé. Ça veut dire que maintenant, il y a une puissance il y a une puissance de la position de l'audience et de la cible qui n'était pas il y a peut-être à peine 5 ou 10 ans. Cette prise de pouvoir-là, de dire qu'on est puissant, il y a un pouvoir à prendre sur les marques, il y a un pouvoir à prendre en fait sur les lobbies qu'on imaginait inatteignables. Et je pense que c'est clairement un enjeu sur lequel j'étais un petit peu frilé, mais maintenant qu'il m'a donné la parole. Et ça continue d'ailleurs avec ce qui se passe en Iran. C'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui sont beaucoup plus conscients. Deuxième chance et dernière, il n'y en aura pas 3, de prendre la parole pour pourquoi pas nous partager votre vision, votre définition de la performance ou même poser une question. Alors, Okay. voilà. I was asked to stand up. So I really liked what have been told today. You said a lot of things about creativity, strategy, budget, data, and their relation with performance. But I want to point something today. Since 2021, I had the chance to notice. I'm not going to take a lot of time. I just wanted to point a leverage which is very important. Is the idea of building bridges between agencies and clients. And I'm talking here about client servicing. What I could notice from 2021 is that there are 2 points that we have to work on during 26 maybe, which are bringing more confidence in our new generation of account managers and project managers.
I said 2 points. The first is that we have to be confident about the idea. So today, account managers are 30 years and less, 30 years old and less. Project managers are 25 years and less. What I could notice is that they are afraid about presenting the idea, being confident of the idea. And the second point is that they don't go to the client, okay? They are more behind the screen. And client servicing is more about being more confident and more proximity with the client. This is what I want to point today here. Maybe it's not very scientific, maybe it's not about budget. Et c'est très bien parce That's a que good point. ça crée le pont avec la conversation suivante. Mais je vais peut-être donner, si vous le permettez, la parole à Paul parce que tout à l'heure on l'a interrompu dans la Yeah. discussion. Maybe a word about creating bridges with the new generation. Yeah, that's a very good point that he has, about the age of the people who is working in the agencies, but also we have to think about the age of the people who's working with the clients. But at least here in Latin America, we are having one big problem, and it's that the marketing managers are very young people that they are afraid to present a good idea to the clients. I am not worried about AI or these kind of things right now, but I am most worried about the age of the people who are working with the brands in the side of the client. And right now, I think that, well, I am 40 plus years old. I think that we have to start working with the young generations and trying to set up to them a point that they need to have this company for us. We have to work with them and try to give them an opportunity to understand that the work is valuable, because here we have the problem that the young generation, they don't want to work in agencies because they think that the work is not profitable. It's like another work that they have. Well, when I started 23 years ago, I was so excited to work in advertising because for me it was a kind of communication that we don't have in that time. It was kind of prestige that we have to work with. And right now, young generation, they are afraid. Maybe they don't understand what they are trying to tell to the client, and we have to be with them. So I think that that's a very good point from this guy. Sorry, I forgot the name. Thank you, Paul. This is the topic of our next discussion. Thank you for being with us. Maybe next year you will be among us here in Algiers. Hope so. Thank you for being with us. Thank you. Merci également à Arnaud Pitz de nous avoir rejoints, même si c'est en ligne. Peut-être que vous nous rendrez visite également en Algérie et on aura l'occasion d'explorer plus de sujets avec vous. Merci à vous trois d'avoir été parmi nous, en particulier.